Je travaille au Conseil de l'Europe à Strasbourg et je suis chef d'unité, une unité qui s'occupe des partenariats stratégiques avec la Commission européenne, que vous connaissez certainement à cause des fonds européens. Et donc, il y a beaucoup de projets, des programmes qui sont mis en œuvre, surtout sur l'éducation, mais d'autres encore. Et pourquoi je commence avec, disons, cette casquette, c'est parce que j'ai fait ma recherche doctorale il y a 5 ans. Donc, ça fait 15 ans que je travaille au Conseil de l'Europe et l'idée de la recherche est venue après plusieurs années de pratique et de travail de terrain également, parce que je suis en charge de politique éducative au Conseil de l'Europe, qui a 47 pays membres et donc une très grande diversité des pays avec des systèmes éducatifs très différents. Et mon rôle, c'est surtout, avec bien sûr une équipe de 30 personnes, c'est pas seulement moi, une équipe de 30 personnes au Conseil de l'Europe et plusieurs, disons, commissions dans les États, de faire en sorte à ce que l'éducation devienne inclusive, à ce que chaque enfant trouve sa place dans la classe. Et notamment, de nouveau, je continue à m'expliquer par rapport au choix du sujet également. Mon sujet le plus sensible et le plus, disons, sur lequel je focalise mon travail depuis toutes ces années, c'est les minorités en Europe, le respect des minorités et l'intégration des minorités donc dans le système éducatif. Ça implique plusieurs niveaux, évidemment, d'intervention, des politiques éducatives au niveau des ministères de l'éducation jusqu'aux méthodes et pratiques éducatives en classe. La minorité rome en Europe, c'est une minorité qui demande beaucoup d'attention et qui, depuis de nombreuses années, fait vraiment la une dans les discussions sur les politiques éducatives dans les États membres, parce que c'est une minorité qui est très importante au niveau en nombre. Donc, il y a 12 millions de Roms en Europe, présents dans tous les États membres. Et il y a vraiment beaucoup de mal à réussir à inclure ces enfants dans le système éducatif. C'était le point de départ des discussions sur les stratégies des politiques éducatives dans les États membres. Et donc, je travaillais dans cette organisation en essayant de comprendre également pourquoi ça ne marche pas pour les Roms. Et au bout de quelques années de travail de terrain et de bureau, donc j'ai commencé à avoir moi-même des questions par rapport à comment ça se passe et surtout par rapport des mesures qui sont prises pour que les enfants roms puissent avoir accès à l'éducation. Et une des mesures qui est très promue et favorisée par les États membres, et quand je dis États membres, évidemment, la France en fait partie, toute l'Europe de l'Ouest, centrale, Est, mais également au Conseil de l'Europe, les Balkans, le Caucase, donc ça va assez loin. Et une des mesures donc, qui a été vraiment très favorisée au niveau d'investissement ces dernières années, c'était le médiateur scolaire. Et donc le rôle du médiateur scolaire, ça m'a interpellée parce que on avait fait des études d'évaluation du travail du médiateur et il n'y avait pas beaucoup de progrès sur le terrain au bout de 2 années d'intervention de ce médiateur scolaire. Et comme les stratégies éducatives sont en train de promouvoir ce métier en étant une des clés pour la réussite des enfants roms à l'école, je me suis penchée plus sur cette question. Et donc, c'est dire que finalement, le sujet de recherche pour ma thèse est né vraiment d'un besoin que j'ai observé moi-même. Et ça nous arrive souvent à beaucoup d'entre nous. J'ai discuté avec donc mon collègue en début de cette présentation. Souvent, soit on ne sait pas sur quoi pencher notre recherche, soit on a trop d'idées, on ne sait pas sur quoi canaliser notre recherche. Mais c'est vrai que si on a une idée précise ou au moins on a une question de recherche dès le départ, ensuite ça devient un peu plus clair, en tout cas pour nous, de mettre donc un plan de recherche sur papier.
Et c'était très difficile pour moi de faire cette recherche parce qu'évidemment, j'ai eu toujours le côté professionnel qui est importé. Souvent des avis plutôt subjectifs sur le sujet, une interprétation des données qui n'était pas toujours académique, et il a fallu vraiment que je travaille beaucoup sur disons, me débarrasser de cette casquette conseiller politique, fonctionnaire européen, etc., et devenir vraiment le chercheur, c'est-à-dire que il a fallu à un moment donné que je me dise je ne connais rien au sujet, j'ai devant moi le terrain et donc la question de recherche, et il faut absolument que je me lance pour pouvoir évidemment voir ce que j'arrive à trouver. Maintenant, pour revenir à la présentation que j'ai, c'est plus une présentation de la thèse, mais je ne peux pas m'empêcher de vous parler du contexte en parallèle parce que c'est une recherche-action, une recherche qui, pour moi, devait répondre à des questions et devrait également nous aider à soit, en effet, améliorer le travail de ce médiateur scolaire ou, en fonction des résultats, évidemment, d'arriver avec des arguments qui contredisent toutes ces invitations à l'utilisation du médiateur dans les États membres. Et donc, la recherche a démarré vraiment de ce besoin. Et le terrain de recherche que j'ai choisi, puisqu'il y a beaucoup de différences entre les pays également par rapport aux minorités. Il y a des pays qui reconnaissent les minorités, donc qui ont des textes officiels pour ça et qui traitent d'une manière différente les minorités nationales. D'autres pays qui reconnaissent les minorités et qui donc se doivent d'avoir soit un enseignement bilingue, soit une reconnaissance dans les manuels, par exemple, dans les manuels scolaires ou dans le curricula. Donc j'ai regardé un peu cette diversité également de situations et j'ai choisi un terrain de recherche qui m'est plus familier à moi parce que je suis roumaine. Et donc, je choisis de concentrer ma recherche en Roumanie. C'est un pays qui a une population rom qui est très importante, qui arrive à 10% de la population, donc environ 2 millions. Également, une histoire très intéressante des Roms en Roumanie parce que les Roms, pour ceux qui ne savent pas, vraiment une brève parenthèse, c'est un peuple d'origine indienne qui sont arrivés en Europe à peu près il y a 1000 ans. Après, évidemment, à l'intérieur de l'Europe, ils sont arrivés dans différents pays à différents moments. Mais en tout cas, c'est un peuple donc d'origine indienne qui existe un peu près partout dans les États membres aujourd'hui et qu'on appelle en fonction du pays, de nouveau, Tzigane, peuple Tzigane, aux gens de voyage, ou Roms, Manouches, Bohémiens. Donc vous avez entendu certainement toutes ces appellations qui, en fait, sont pas leur vrai nom, mais le vrai nom, c'est les Roms. Et donc la Roumanie, pour revenir, c'est quand même un pays le pays de l'Union européenne qui a le plus de Roms. Si on regarde les pays du Conseil de l'Europe, ça serait la Turquie avec 4 millions de Roms. Mais donc, si on se concentre sur l'Union européenne, c'est 2 millions de Roms. Et une histoire assez intéressante parce qu'ils ont été esclaves pendant 4 siècles. C'est un moment historique qui est très important qui n'existe pas dans les manuels d'histoire et qui, évidemment, a eu vraiment un très grand impact sur la situation actuelle des Roms en Roumanie. Ils sont passés également par l'extermination pendant l'Holocauste et donc différentes histoires de discrimination et marginalisation qui influencent beaucoup la manière dont on regarde en tant que majorité la minorité rome aujourd'hui et également leur propre identité, comment ça a été affecté par cette histoire. Et je reviens sur la première diapo. Donc, la Roumanie également parce que je parle la langue roumaine, parce que j'ai eu un accès aux communautés pour faire la recherche
Et parce que je me suis rendu compte, j'avais commencé avec 5 pays, c'était beaucoup trop ambitieux. Il y a un choix également à faire, bien sûr, dans la méthodologie du travail qui doit être fait en début de la recherche. Je me suis rendu compte assez vite que c'est pas impossible de couvrir 5 pays dès par la diversité des communautés dans le pays et également de leur statut. Donc, parmi tous les pays qui ont institutionnalisé la médiation scolaire, j'ai préféré me pencher sur la Roumanie. Et il a été inévitable de commencer avec une recherche théorique sur la médiation, les types de médiation. Et j'ai essayé vraiment, dans un premier temps, de placer la médiation scolaire Rome dans un des types de médiation qui existent. Bon, ce diapo, il est très chargé, c'est pas pour la lire, mais c'est pour vous montrer qu'à un moment donné, avec les sources de lecture que j'ai eues, j'ai essayé de mettre dans un tableau les différents types de médiation, juste pour un peu clarifier pour moi-même les types de médiation existantes. Et c'est vrai que la médiation, c'est un champ très vaste de recherche et que là, de nouveau, malgré le fait que la médiation scolaire est déjà un type de médiation qui existe et qui est beaucoup étudié, en regardant la fiche de poste et les attributions, les tâches du médiateur scolaire, je me suis rendu compte que la médiation scolaire ne peut pas être déconnectée, par exemple, de la médiation interculturelle ou de la médiation communautaire ou de la médiation culturelle parfois ou de quartier. Donc, il y a tout ça qui touche à la médiation scolaire et celle qui est pratiquée également pour les communautés roms. Donc, j'ai dû passer en revue quand même tous les types de médiation qui existent pour pouvoir trouver la place, ou en tout cas la place qui s'approche le moins de la médiation scolaire. Et j'ai ce schéma qui est un peu déformé par l'écran. J'espère que vous voyez, c'est pas très très lisible. Donc j'ai construit un schéma avec les typologies des médiations qui existent. Et j'ai essayé de placer la médiation scolaire dans ces différents types de médiation. Et il y a quand même des choses à dire par rapport à ce schéma parce que dans les types de médiation et l'histoire de la médiation depuis le tout début, c'était que la médiation évidemment doit être la création d'un dialogue ou d'un lien entre deux parties. Et un des principes de la médiation, c'est que la médiation doit être neutre, c'est-à-dire que les deux parties, les deux médiés, doivent être considérés à pied d'égalité dans ce processus. Ensuite, dans les différents types de médiation existants, c'est-à-dire la médiation de différents et la médiation des différences, on voit que ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y a la médiation des différents qui, comme le nom l'explique, c'est une médiation de règlement de conflits, surtout. On parle de médiation et c'est les débuts de la médiation, la plus traditionnelle, disons, des règlements de conflits. Et dans ce type de médiation, il y a la médiation préventive et curative. C'est compréhensible déjà par le nom, pas la peine d'ajouter vraiment ce que c'est préventif-curatif. Et ensuite, dans la médiation des différents, on a la médiation verticale et horizontale, deux types de médiation qui sont les deux utilisés dans la médiation scolaire. Une, la verticale, qui est surtout la médiation qui se fait entre un individu et l'institution. Donc, verticalité, ça veut dire vraiment qu'il s'agit d'une médiation entre deux parties qui ne sont pas égales. On a donc ombudsman, c'est ça l'exemple le plus concret. En France, c'est le médiateur de la République, je pense, non, le défenseur de droit. C'est ça en France, défenseur de droit. Et ça, c'est la médiation verticale. Et ensuite, la médiation horizontale, qui peut être familiale, communautaire, etc. Et ça, c'est censé être une médiation qui est pratiquée entre deux parties qui ont le même statut. Ça peut être entre deux familles, ça peut être entre deux membres de la famille, ça peut être entre deux communautés. Et quand il s'agit de la médiation scolaire ici, ça peut être entre deux enfants ou ça peut être entre un instituteur et les parents. Donc ça, c'est les types de médiation verticale, horizontale. Évidemment, j'ai
en faisant cette recherche, à chaque fois, j'étais très contente quand je trouvais où placer la médiation scolaire, mais aussitôt très découragée en voyant que finalement, ça ne reste pas là-bas et qu'il y a d'autres facteurs qui se rajoutent et que finalement, ça n'entre pas dans une case. Ensuite, la médiation des différences, c'est une médiation qui est plus intéressante pour notre recherche, enfin pour la recherche sur la médiation scolaire, parce que la médiation des différences, c'est une médiation qu'on appelle également une médiation créatrice, une médiation donc, qui est là pour créer un lien social. C'est une médiation qui peut se faire en absence de conflit. C'est vraiment quand il est considéré qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de lien ou de pont entre deux parties. Et cette médiation des différences, en général, c'est les médiations qui sont apparues un peu plus tard, dans les années 80-90 surtout, qui couvrent donc cette médiation interculturelle, culturelle, scolaire. Et là, on a également ce qu'on appelle une médiation sociale qui est très similaire avec le métier d'assistant social. Il n'y a pas de type figé de médiation et d'où la difficulté ensuite de bien placer la médiation scolaire-homme dans un de types de médiation existants. Ce qui m'a fait penser ensuite, par rapport aux tâches et au rôle des médiateurs, au fait que il n'y a pas de professionnalisation vraiment du métier de médiateur scolaire homme et que c'est pratiqué d'une manière plutôt ad hoc, malgré le fait que c'est institutionnalisé dans beaucoup d'États. On n'a pas vraiment une fiche de poste qui est obligatoire, un système de recrutement du médiateur qui est commun pour tous les médiateurs dans un pays au moins précis. Et surtout, il n'y a pas de formation. Donc, les médiateurs scolaires hommes n'ont pas... le métier existe, mais il n'y a pas une formation qu'ils peuvent suivre pour pouvoir devenir médiateurs. Et donc, on a les médiateurs scolaires hommes qui sont des médiateurs s'ils ont une formation, des médiateurs qui sont soit une formation de médiation sociale ou interculturelle, où ça existe, soit une formation d'une année ou de quelques mois qui est soit donnée par une institution locale ou par l'école même qui a besoin de recruter un médiateur. Donc c'est vraiment un terrain très, très mouvant et c'était très difficile pour moi de pouvoir enfin m'arrêter à un champ théorique et à des concepts, disons, qui m'ont aidé en tout cas à clarifier du point de vue théorique cette médiation scolaire homme. Donc ça, je voulais vous montrer ça avant de repasser de nouveau à la médiation scolaire homme, parce que en faisant ces recherches sur la médiation, déjà, je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup de choses écrites sur la médiation, bien sûr, mais que ce métier, il est vraiment en constante évolution et que c'est un métier qui... je ne parle pas du métier de médiateur scolaire, mais de la médiation sociale ou scolaire ou interculturelle. C'est vraiment une médiation qui change en fonction du contexte, en fonction des médias, également du moment où ça se passe, et que c'est très difficile d'être précis dans la description, et ça a répondu presque à une question qui est celle de pourquoi les médiateurs n'ont pas vraiment une liste de tâches très précises au moment où ils commencent leur travail et jusqu'au moment où ils finissent. Ce qui a été intéressant et ce qui a attiré mon attention, c'était ces trois approches dans la médiation. Donc une médiatrice communautaire, Zumeta, qui après plus de 10 ans de pratique de ce métier, elle-même, elle a commencé à écrire sur les approches dans la médiation. Et il y a eu deux professeurs ensuite qui ont repris ces travaux, les professeurs Bosch et Folger. Pour ceux qui sont intéressés, j'aurai donc leur nom à la fin si ça vous intéresse, qui ont écrit un livre qui a changé en quelque sorte dans les années 90 l'idée qu'on s'est fait de la médiation. Ça s'appelle The Promise of Mediation, la promesse de la médiation.
Et donc, ce qu'ils décrivent dans ce livre sur la médiation, c'est qu'il y a 3 types de médiation, d'approche dans la médiation, qui seraient valables pour la plupart de types de médiation. Et c'est la médiation facilitatrice, évaluative et transformatrice. Alors, la médiation facilitatrice, c'est la médiation la plus classique, la plus pure, si on peut dire comme ça, où on a donc les 2 médiés et le médiateur qui est là pour aider à résoudre un conflit. Et c'est cette médiation des différends, surtout. Et elle ne s'est pas penchée beaucoup sur l'étude de cette médiation parce que sur ça, on a beaucoup écrit. Ensuite, la médiation évaluative, c'est une médiation qui, en plus du rôle du médiateur d'aider les 2 parties à résoudre un conflit, se penche beaucoup aussi sur le processus entre les 2. C'est-à-dire qu'il y a une prise en compte aussi de la nature du conflit, de comment les 2 parties s'y prennent pour résoudre ce conflit, la participation de chacun. Et si dans ce processus de médiation, il y a également un changement d'attitude ou un changement tout simplement de perception par rapport au conflit médié. Et la 3e, qui est la plus intéressante pour nous, c'est la médiation transformatrice, qui s'applique à la médiation des différends et des différences, et qui non seulement prend en compte le processus de médiation entre les 2 parties, mais donne beaucoup plus de temps à la médiation, et c'est considéré que ce type de médiation, ça peut durer plusieurs années, donc ce n'est pas une médiation limitée dans le temps, qui commence à un moment précis et doit rendre des résultats très vite, mais une médiation qui, en plus du fait qu'elle peut être créatrice donc, de liens et de rapports entre 2 parties, cette médiation, elle prend en compte vraiment les populations défavorisées ou les populations qui sont en pied d'infériorité au moment de la médiation, et c'est cette idée de empowerment qui n'a pas vraiment de mots très forts en français. Pour l'instant, dans la traduction, on a tendance à l'utiliser. On dit responsabilisation, capacitation. Je suis sûre qu'il y aura quelque chose d'autre bientôt. À chaque fois quand je lis, je vois qu'il y a d'autres termes. On essaie de le traduire. Donc, empowerment, ça a le mot pouvoir à l'intérieur en anglais. Ça serait vraiment la capacité que la personne qui est médiée arrive à acquérir de ce processus de médiation. Et donc, cette médiation transformatrice se penche vraiment sur la relation qui évolue entre les 2 parties, avec un respect des valeurs de chacun, des principes et également de l'identité de l'autre dans ce processus de médiation. Et je vous reconnais qu'évidemment, je me suis arrêtée sur cette médiation transformatrice pour également analyser le travail du médiateur scolaire Rome à la lumière de ces principes, cette approche dans la médiation qui est la médiation transformatrice, puisque ce qu'on attend du médiateur scolaire Rome, par la fiche de poste et également par tous les tâches qui sont informelles. Après, j'ai vu sur le terrain, c'est non seulement de s'assurer de la réussite des enfants roms à l'école, ce qui est une énorme responsabilité, vous serez d'accord avec moi. Donc, dans la fiche de poste, le médiateur est censé faire en sorte à ce que l'enfant réussisse à l'école. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose de énorme pour demander à une personne. Mais également, le médiateur scolaire Rome est censé faire en sorte à ce qu'il y a la communication, le dialogue entre les communautés, la famille Rome et l'école, et tout un tas d'autres choses que je ne vais pas énumérer là, mais je voulais vraiment savoir du point de vue de la présence du médiateur à l'école et la réussite de l'enfant, quel serait le rôle de ce médiateur. Je reviens à donc mon choix de faire cette recherche en Roumanie. Comme je vous disais au début, c'est très intéressant de regarder la médiation scolaire en Roumanie parce que le contexte dans lequel le médiateur travaille a imposé pratiquement une
un triangle dans la recherche avec 3 parties différentes. Une dans laquelle je me suis penchée sur les politiques éducatives en Roumanie, le système éducatif, pour pouvoir trouver également la place de ce médiateur et le métier du médiateur dans le système éducatif. Et ensuite, la médiation, on vient de parler, donc je ne vais pas revenir sur ça, mais c'est toutes ces typologies et l'approche dans la médiation qui était également importante pour voir pourquoi une médiation comme solution pour l'inclusion des enfants à l'école. Et évidemment, le profil des familles des enfants roms à l'école, parce que la Roumanie reconnaît les Roms en tant que minorité nationale. Donc, par la législation roumaine, il devrait y avoir, même là où il y a une majorité de Roms, par exemple, dans les écoles, un enseignement bilingue, par exemple, ou de nouveau, dans les directives sur l'éducation dans le pays, il y a l'obligation d'avoir dans les manuels d'histoire, par exemple, des chapitres sur l'histoire des Roms, qui n'existent pas. Également de prendre en compte le contexte dans lequel les enfants roms vivent et puis faire en sorte à ce qu'il y ait une participation, par exemple, des parents dans le processus éducatif. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont officielles et qui, normalement, au niveau de l'école, devraient être mises en pratique. Ensuite, tout ce contexte et l'influence de l'histoire, le profil de la minorité rome en Roumanie et la manière dont ils sont vus par la majorité et considérés par la majorité était très intéressante aussi de voir, parce que dans le métier, enfin dans les tâches de médiateur scolaire, il y a également cette idée que le médiateur représente les familles dans le dialogue avec l'école. Ce qui m'a également interpellée, parce que représenter les familles dans le dialogue avec l'école, ça veut dire plutôt s'interposer entre un dialogue direct des familles avec le personnel éducatif. Donc, à la lumière de la fiche de poste du médiateur, de ce contexte où on voit la médiation, le contexte éducatif, les politiques éducatives et également, j'ai oublié de dire, mais il y a également une stratégie nationale pour l'inclusion des Roms qui a un chapitre sur l'éducation. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans les stratégies nationales de l'éducation, où il y a un investissement dans l'éducation, les Roms n'en font pas partie. Donc, il y a pratiquement une stratégie en parallèle qui concerne les Roms et qui, et ça c'est de nouveau l'autre casquette du Conseil de l'Europe, mais en ayant accès aux rapports également aux statistiques qui ont été faites par rapport à comment le pays investit pour la minorité Rome, on voit qu'il n'y a pas de budget qui est alloué pour l'éducation des enfants roms, donc ça reste un peu une stratégie en parallèle dont personne ne se soucie. Et évidemment qu'à la fin, il n'y a pas vraiment les résultats voulus quand on regarde comment les enfants évoluent dans la classe, à l'école. Et ça part un peu toute seule, désolée, je reviens. Je ne sais pas comment arrêter ça. Il y a un minuteur que j'ai déclenché et ça va toute seule. Bon, j'essaie de on ne va pas perdre du temps sur ça. Voilà. Et donc, pour la partie déjà de l'analyse, avec tous ces éléments que j'ai eus dans la première partie, et je parle surtout à ceux qui sont étudiants, bien sûr, pas aux enseignants, on se rend compte toujours pendant la recherche qu'il faut revoir beaucoup de choses, que le point de départ, c'est jamais vraiment un point de départ figé qui reste, mais on peut se rendre compte qu'on peut retourner, revoir la question de recherche. Parfois, on revoit même l'hypothèse, on finit par changer même l'hypothèse de la recherche à un moment donné, parce que ce n'est jamais simple, surtout dans les sciences humaines, de savoir, surtout si la thèse dure 3, 4, 5 ans, de savoir 5 années à l'avance que c'est vraiment ça ce que je veux chercher, et c'est ça que je vais chercher et trouver jusqu'à la fin. Donc il y a le terrain qui contredit beaucoup de nos idées de début de thèse. Et donc il a fallu que je regarde bien sûr par rapport au médiateur scolaire, l'école et l'intérieur de l'école. Et là, c'était
bien sûr l'institution éducative et les recherches de Bourdieu, surtout sur la reproduction des inégalités par l'école. Donc au vu de l'histoire des Roms, de leur situation en Roumanie, etc., il y a eu une concentration également de la manière dont les enfants sont traités à l'école et des représentations des enseignants et des directeurs des écoles des enfants roms. Donc il y a eu une discussion vraiment que j'ai eue avec les enseignants et les directeurs d'école par rapport aux enfants roms dans la classe et pourquoi ils auraient besoin d'un médiateur scolaire. Et on voit vraiment que l'institution scolaire, en effet, même si parfois c'est fait de manière involontaire, on voit que l'institution scolaire vraiment reproduit ces inégalités parce que non seulement il y a le modèle de la majorité ou de la société dominante qui est transmis donc à travers les leçons, les manières d'être, etc., mais également les valeurs. Et donc c'est très difficile pour l'enfant qui vient d'un autre milieu avec une autre culture de trouver sa place dans l'école. Il n'y a pas un refus par l'enfant rom d'être scolarisé ou de suivre les cours, mais c'est surtout l'école qui n'est pas adaptée également et qui n'est pas accueillante de l'enfant rom qui joue un rôle très important. Ensuite, il y avait une deuxième chose que j'ai regardée évidemment dans les familles roms, cette fois-ci en regardant plutôt Boudon et le fait qu'il propose surtout de regarder comment les familles peuvent être un frein, par exemple, à la réussite des enfants à l'école, à cause des traditions ou la manière dont eux-mêmes ils éduquent l'enfant et se rapportent à l'école. Et je vous donne juste les grandes lignes. Il y a eu d'autres auteurs, évidemment, que j'ai passé en revue, mais c'était important pour moi de voir également de quelle manière ces deux parties que le médiateur scolaire rom est censé médier, c'est-à-dire l'école et les familles, comment ces deux parties se positionnent dans ce processus de médiation. Et c'est pour ça qu'il y a eu vraiment un allée-vient constant entre l'institution scolaire avec le personnel éducatif et ensuite la famille et parfois même la famille élargie de l'enfant. Et le médiateur qui se voit un peu tiraillé entre ces deux mondes, finalement, ce qui m'a aidé à mettre toutes ces données en place, c'était le modèle de Bronfenbrenner. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est donc l'écosystème qui a plusieurs système à l'intérieur et donc qui regarde le développement de l'individu dans son environnement. Ce modèle il est surtout utilisé pour les enfants et les enfants dans l'éducation et à l'école, mais je transposais ce modèle pour le médiateur parce que justement il y avait une très grande ressemblance dans le développement du médiateur le développement professionnel du médiateur, donc la personne en tant que médiateur, et également le développement personnel du médiateur dans tout ça. Le médiateur scolaire, il est censé provenir de la communauté. Si le médiateur provient de la communauté, c'est très difficile d'avoir cette neutralité parce que forcément, ce médiateur représente la communauté en quelque sorte. Avec tout l'envie que le médiateur a de rester objectif dans ce processus, c'est très difficile parce que c'est en quelque sorte un travail qu'il fait pour rapprocher les siens de l'école. Ensuite, l'idée d'avoir un médiateur rom, c'était vraiment avec partie de cette conception que la majorité a des Roms, c'est-à-dire que c'est très difficile de les intégrer, qu'ils sont différents, et donc on a besoin d'un traducteur pour faire le lien entre la famille et les codes de la famille rom et l'école. Et c'est pour ça que le médiateur scolaire, finalement, il devient médiateur linguistique, médiateur social, médiateur scolaire à la fois, parce que dans ce processus de médiation, il doit être en contact avec tous les, ce qu'on appelle microsystèmes, par Bronfenbrenner, autour de lui.
il n'y a pas seulement la famille et l'école, mais c'est un contact direct avec l'enfant. Et en plus de ça, il y a souvent le médiateur qui est en contact avec le dispensaire du village ou avec les services sociaux ou avec l'inspection scolaire. C'est vraiment une multitude de contacts pendant qu'il pratique le métier. J'en ai sorti quelques-uns parce que c'est le modèle générique qui devrait normalement avoir cette image où les microsystèmes, c'est-à-dire le médiateur dans son environnement et la réaction avec les autres microsystèmes, on appelle ça le mésosystème. Le mésosystème, c'est vraiment les points d'interaction entre les microsystèmes, entre le médiateur et la famille, entre le médiateur et l'école, etc. Et donc, ce médiateur, il est un peu partout dans un lien et en interaction avec ces microsystèmes. Et c'est très difficile de voir et observer son action, son travail, qu'entre les familles et l'école. Ce que j'ai fait pour cette recherche, et je voulais le mentionner tout au début, et je fais exprès de ne pas le dire en début, c'est que j'ai eu accès à énormément d'informations. Donc déjà, dans la première année de thèse, j'étais j'étais au courant de ce métier de médiateur scolaire Rome dans 23 pays. Et quand j'ai commencé ma thèse, j'avais participé déjà à la formation de 1300 médiateurs scolaires dans ces 23 pays. Ce qui n'était pas prévu pour la thèse, et ce n'était pas vraiment le recueil des données pour cette thèse, mais ça, c'était le côté professionnel qui m'a permis d'être en contact et de voir tout ça. Par contre, j'ai réussi à déjà me focaliser sur un seul pays, la Roumanie, et de pouvoir accéder ensuite à d'autres informations. Donc c'était presque une première étape qui a été faite par le fait que j'avais participé, j'avais eu toutes ces formations et contacts avec ces médiateurs de 23 pays. Et donc, pour la thèse, j'ai créé un questionnaire que j'ai envoyé à 300 médiateurs en Roumanie seulement. Et au directeur des écoles. Donc j'ai ciblé les écoles qui avaient des enfants roms et un médiateur scolaire. Et ensuite le directeur pour avoir les deux points de vue du directeur de l'école et du médiateur. J'ai fait des entretiens avec des parents et avec des médiateurs et j'ai eu accès au rapport d'activité, donc par le directeur d'école et l'inspection scolaire, des rapports d'activité des médiateurs. Donc les médiateurs sont censés rapporter en fin d'année ou parfois tous les 6 mois, parfois tous les mois, de nouveau en fonction de l'école, ça peut être différent. Et ils font un rapport d'activité. Donc j'aurais lu également, je ne me rappelle plus exactement, je pense 150 rapports d'activité pour voir également vraiment comment ça se passe et quel type d'activité et contact ils ont quotidiennement. Et donc, au moment où j'ai mis ensemble les données théoriques, tout ce que j'avais lu sur la médiation, donc sur le système éducatif en Roumanie, etc., et les données de terrain avec donc les 3 acteurs les plus importants pour la recherche dans la médiation, qui étaient les parents, donc le personnel éducatif et le médiateur. Je suis arrivée à des conclusions préliminaires qui ensuite se sont confirmées que finalement le médiateur, à la place de servir vraiment de liens et de points et faciliter le contact entre la famille rom et le personnel éducatif, devient presque une pellicule entre les deux, une barrière parfois même, et qui a
une déresponsabilisation des deux parties dans la médiation qui se produit. D'un côté, l'école, où il n'y a pas vraiment une volonté de directeur ou de personnel enseignant d'être en contact avec les familles et qui préfèrent avoir juste un interlocuteur qui est le médiateur. Donc, on crée vraiment ce besoin d'avoir le dialogue avec le médiateur. Et d'un autre côté, une déresponsabilisation des parents par rapport à leur rôle quand il s'agit donc de la scolarité des enfants, dans le sens où beaucoup de parents, ils voient le médiateur comme une personne qui doit être de manière permanente là-bas pour accompagner les enfants à l'école, pour parler avec les enseignants ou avec les directeurs de la situation de l'enfant, etc. Et ce qui était encore plus intéressant, c'était la manière dont les parents décrivaient, parce que je n'ai pas réussi, c'est quelque chose qui manque à cette recherche et qui aurait été intéressant, le point de vue de l'enfant également. Par contre, je l'ai à travers les réponses des parents qui décrivent très très souvent, parce qu'une des questions également dans le questionnaire et également dans la discussion avec les parents, c'était comment les enfants ils voient le médiateur et quel est leur rapport et leur relation avec le médiateur. Et donc tous les parents décrivaient ce médiateur comme si c'était la grande sœur ou le grand frère de l'enfant. C'est lui qui est comme un parent, qui s'occupe de tout. Et c'est là où il y avait vraiment beaucoup d'informations. Les réponses étaient très, très longues et descriptives, où les parents disaient que le médiateur est extraordinaire parce qu'il va même nous résoudre les problèmes d'allocation pour qu'on accède aux allocations. Le médiateur il accompagne l'enfant à l'école et grâce à la présence du médiateur en classe, mon enfant n'est plus insulté ou agressé par les autres. Donc c'est presque, disons, l'ange gardien de l'enfant qui devient ce médiateur à travers les témoignages des parents. Et en regardant les stratégies nationales, donc avec comment ils présentent le rôle du médiateur et l'espoir que le médiateur scolaire rome donc, va régler ce problème de scolarité, surtout l'échec de l'enfant rome à l'école, l'affiche de poste du médiateur et la manière dont cette fiche est traduite et adaptée à chaque fois dans les écoles par rapport aux besoins que chacun a, chaque directeur ou inspecteur scolaire donc, en Roumanie. Ensuite, les réponses des parents, des directeurs, etc. Je me rends compte et j'arrive à un modèle de médiation que j'appelle pendulaire adaptative. C'est-à-dire que c'est une médiation qui finalement pourrait ne pas s'appeler médiation. Bon, elle existe en tant que telle. C'est une médiation qui finalement est... Le médiateur devient l'accompagnateur de l'enfant dans ce processus pédagogique à l'école et même éducatif autour de l'école. Et que finalement, il y a presque deux médiations qui se font en parallèle. Un premier triangle, donc l'enfant, famille, médiation, parce que c'est là où le médiateur travaille aussi avec les parents, mais toujours à travers l'enfant et les besoins de l'enfant. Et ensuite, du côté de l'école, c'est entre l'enfant et l'école que le médiateur donc fait son travail. Et ça contredit son premier rôle de faire le lien entre l'école et les familles. Donc finalement, c'est l'enfant qui est le seul qui a un rôle central dans cette médiation. Et le médiateur devient l'accompagnateur de l'enfant. Et en ce qui concerne le médiateur scolaire rome, en tout cas, les réponses des gens interviewés et puis ceux avec lesquels j'ai discuté ou j'ai les réponses au questionnaire prouvent qu'il n'y a pas vraiment une facilitation de lien entre la communauté, entre la famille et l'école, mais plutôt une... je ne sais pas si je peux l'appeler barrière, mais en tout cas, c'est un rôle qui rend plus difficile le dialogue direct entre les familles et l'école. Et le médiateur alimente presque un processus d'assistanat et de dépendance des familles envers le médiateur,
Donc ça aussi, c'est un effet presque négatif de la médiation qui ressort de cette recherche. Les perspectives de cette recherche, donc ça c'est normalement le Brown from Bennett tel que c'est sorti des réponses au questionnaire et puis tout ce que j'ai eu. Donc le médiateur finalement n'est pas vraiment, comme je disais, situé au milieu en faisant le travail et c'est tous ces acteurs autour du médiateur ou de la famille qui ont un rôle. Les interactions, donc sur les mésosystèmes, on voit, elles ne sont pas du tout équilibrées. Il n'y a pas un vrai équilibre entre le dialogue qu'il doit avoir avec les familles, avec l'école. Et après bien sûr des discussions aussi avec différents autres chercheurs sur la question et puis les collègues pour retourner au point de départ de cette recherche. Ces données de terrain et les conclusions de cette recherche finalement posent vraiment la grande question aussi, les politiques éducatives et surtout cette idée d'avoir le médiateur scolaire en tant que personne clé pour l'inclusion des enfants roms dans l'école est vraiment une réponse parce que le terrain, en tout cas celui qui a été étudié en Roumanie et avec cette recherche, prouve le contraire. Voilà, je vais m'arrêter ici et on peut commencer le dialogue, les discussions, les questions. Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour intégrer justement la population rome ou les enfants roms dans le système scolaire? Y a-t-il une solution à la problématique, vu que le médiateur à l'heure actuelle ne remplit pas vraiment le rôle escompté? Alors, la question de la recherche n'était pas vraiment quelle solution marche, mais vérifier plutôt si le médiateur est la solution. Donc, je pourrais répondre, mais pas à la lumière de cette recherche par rapport à votre question, qu'il y a effectivement des choses qui marchent et il y a des écoles qui intègrent les enfants roms et il y a des écoles où les enfants roms réussissent, mais qu'il s'agit surtout d'un changement structurel, donc dans le système éducatif, parce que le fait d'avoir quelqu'un qui aide juste l'enfant à ne pas traiter de la manière dont il est traité à l'école ou qui est là pour gérer les conflits s'il y en a autour de l'enfant, ne change pas les manques que le système éducatif a aujourd'hui pour répondre à la diversité et à des enfants qui, certainement, comme je le disais, par rapport à leur contexte, leur histoire, etc., auraient besoin d'être traités pas différemment, mais avec le respect également de leurs valeurs, de leur identité, de leur façon d'être. Et donc, ce n'est pas que ça ne marche pas du tout, c'est parce qu'on continue à proposer des solutions qui, finalement, ne répondent pas à la source, aux racines du problème, mais à des effets des problèmes qui sont beaucoup plus anciens, beaucoup plus ancrés dans le système. Ma question, c'est, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la nature des interactions entre les médiateurs et en particulier les élèves. Et donc, quelle est la place du rapport au savoir, sinon des contenus d'enseignement? Est-ce que vous avez pris des exemples sur l'organisation, des choses comme ça? C'était quelle est la dimension pédagogique, voire didactique du rôle de ces médiateurs et en particulier vis-à-vis des médiations numériques ou des médiations scientifiques qui ont été travaillées dans la littérature? Alors, c'est pas... Il n'y a pas vraiment un rôle pédagogique dans le médiateur scolaire rome, c'est lui qui a fait l'objet de cette thèse. Et
on l'appelle médiateur scolaire, mais c'est plus un médiateur qui s'assure que l'enfant va aller à l'école. Donc finalement, il n'y a pas l'apprentissage derrière tout ça. Ce n'est pas le médiateur qu'on connaît en France, par exemple, interculturel ou assistant pédagogique qui peut accompagner l'enfant en classe et qui peut s'assurer que l'enfant fait ses devoirs ou par rapport à l'acquisition du savoir de l'enfant. Ici, on est face à un type de médiation qui finalement se rassure que l'enfant va à l'école et qu'il n'y a pas d'abandon scolaire, mais c'est lié plus à la situation socio-économique de la famille et du fait que toutes les problématiques autour de l'enfant font que l'enfant soit ne va pas à l'école, soit n'arrive pas à rester à l'école. Et du coup, il n'y a pas vraiment donc de pédagogie derrière tout ça, et on pourrait même l'appeler médiateur social. Finalement, c'est plus un rôle d'assistant social que joue ce médiateur scolaire dans ce cas-là. Ensuite, le problème que j'ai vu dans les réponses, par exemple, des directeurs d'école surtout, c'est que parfois, il y a beaucoup de réponses comme ça. J'ai des statistiques par rapport également aux différentes réponses à la question de l'apprentissage. C'était également, c'est que quelque part, dans les réponses des directeurs, c'était que les médiateurs devaient s'assurer également de la manière dont l'enfant arrive à suivre les cours ou à répondre au niveau pédagogique également. Mais il n'y a pas, ni dans la fiche de poste, ni dans les tâches effectives que le médiateur fait, cette présence par rapport à l'apprentissage. Et donc, quand je dis médiation pendulaire adaptative, c'est vraiment pour éviter même la question scolaire là-dedans, puisqu'il n'y a pas, en tout cas, ça n'est pas sorti des réponses que j'ai eues. Sur un public quand même, parce qu'aujourd'hui, la Roumanie a environ 1000 médiateurs scolaires, mais en ayant plus dans les chiffres, dans la manière dont ils sont payés et qu'ils exercent leur profession, finalement, en discutant aussi avec la personne responsable au ministère de l'Éducation, c'est que la moitié qui travaille de manière permanente et que parmi cette moitié, c'est-à-dire 480, il y a à peu près la moitié qui sont payés de manière ad hoc, soit à travers des projets, soit à travers des interventions de temps en temps. Donc, on voit que finalement, même le système derrière le médiateur n'est pas ne soutient pas vraiment le médiateur dans son métier. Et donc, tout ça ensemble fait que on peut avoir beaucoup d'attentes du médiateur, mais finalement, le médiateur ne sait plus à qui et à quoi répondre. Donc, une semaine, le médiateur sera l'assistant social. Une semaine, ça sera peut-être la personne qui va accompagner les parents même à l'hôpital. Il y a des réponses parfois qui sont complètement déconnectées de l'école. Ou parfois, c'est dans l'école parce qu'il y a un élève qui a dit qu'il a été traité mal ou agressé par d'autres élèves, etc. Et donc, il y a une constante transformation et adaptation de cette intervention du médiateur en fonction du moment et du contexte dans lequel il fait. Et on perd en fait il n'y a plus de cible, il n'y a pas un projet derrière le médiateur pour dire voilà, ça c'est le plan d'intervention, je sais que je dois arriver à la fin de l'année à tel ou à tel indicateur pour pouvoir dire que j'ai bien fait mon travail. Et du coup même l'évaluation du médiateur n'est pas vraiment faite. Donc, il y a les directeurs qui peuvent faire à la fin de l'année une sorte d'appréciation par rapport à la présence du médiateur, etc. Et là, pareil, je me suis rendu compte que finalement, c'est plus par rapport à la présence physique, c'est-à-dire combien d'heures il a été présent dans l'école et pas par rapport à disons, la qualité de son intervention. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Si j'ai bien compris, finalement, le dispositif échoue à produire les effets qu'on souhaiterait voir apparaître. Hein, c'est bien ça. Ça ne fonctionne pas très bien, finalement. Alors, oui, voilà, on peut dire ça comme ça, oui. Enfin, en tout cas, pour ce qui a été de cette recherche et ce public, la réponse est oui. D'accord. Alors, ma question, ce n'était pas celle-ci, c'était est-ce qu'on peut trouver des éléments de compréhension
qui permettent d'expliquer un petit peu les raisons de cet échec, et notamment du côté de la façon dont le médiateur intervient. C'est-à-dire, par exemple, dans les rapports d'activité que vous avez récoltés, est-ce qu'il y a des différences dans les modes d'intervention qui feraient que, dans certains cas, la médiation ne fonctionne pas du tout auprès des enfants roms, et que dans d'autres, peut-être, elle fonctionne un petit peu plus? Parce que là, le constat semble être assez homogène, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où ça fonctionne un petit peu quand même? Et donc, pouvez-vous nous dire dans quelles conditions ou dans quelles circonstances ou pour quelles raisons, à certains moments, ça fonctionne et à certains moments, ça ne fonctionne pas? Merci. Oui, c'est vrai. Soit la présentation, soit la manière dont je me suis exprimée, peut-être, n'ont pas été très claires de cette homogénéité dans les réponses. J'ai essayé de les ramener, bien sûr, vers une conclusion. Mais toujours est-il qu'il y a des cas où le médiateur, parce que finalement, ces médiateurs, ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment des gens très bien qui font beaucoup de choses. Et donc, il y a beaucoup de réussite derrière tout ça, mais pas lié vraiment à la réussite scolaire et à, disons, leur rôle premier. Après, c'est vrai que derrière tout ça, il y a tout un tas de choses que le médiateur fait et que sans le médiateur, peut-être la situation serait pire. Parce que le médiateur arrive à résoudre énormément de problèmes qui vont de, parfois, comme je disais, accès aux allocations ou même accès, ils construisent des projets, ils arrivent à se faire financer ces projets et à créer des petits, des initiatives pour développer l'économie locale. Enfin, il y a tout un tas de choses derrière qui font qu'on a du mal à dire le médiateur n'est pas bien, il faut arrêter la médiation. Mais c'est juste la nature de la médiation et comment on regarde. Et après, j'amplifie au niveau européen où tous les pays, y compris la France, ont une stratégie nationale ou l'obligation d'avoir une stratégie nationale pour l'inclusion des Roms. Donc, c'est vrai qu'on reconnaît au niveau politique qu'il y a un souci à régler. Et donc, dire que dans l'éducation, la solution serait, parmi autres, bien sûr, aussi la médiation scolaire, mais ne pas mettre les moyens derrière pour que cette médiation soit vraiment scolaire et qu'il y a vraiment un suivi de ces médiateurs, une formation donnée à ces médiateurs, parce qu'ils vivent dans une précarité incroyable, ils ne savent pas quel serait leur salaire, combien ils seront payés, jusqu'à quand ils seront payés, quand ils seront remplacés, etc. Donc en fait, c'est je pense, la précarité du dispositif et la manière dont ça a été pensé qui pose problème, et pas le médiateur en tant qu'être humain qui est là et qui essaie par tous les moyens de faire en sorte à ce que les choses aillent bien. Au niveau humain, il y a plein des héros dans les communautés et héroïnes. Les médiateurs, ils arrivent quand même à faire énormément de choses, mais après, est-ce que ça répond ou est-ce que ça change la situation globale ou pas? On n'est pas sûr de ça. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, donc, au regard de la conclusion donc, de votre recherche, si donc au final, ce n'était pas au niveau politique les missions assignées donc, à ce médiateur qui étaient simplement floues ou simplement pas affirmées dans les textes. Et si c'était le cas, est-ce qu'il existe des études comparées avec d'autres pays où il y a un certain nombre d'enfants roms où ce questionnement, cette problématique, finalement, peut-être, peut avoir une issue positive, favorable dans d'autres pays européens? Il y a des exemples d'écoles qui réussissent très bien, où les enfants sont très bien, évoluent très bien dans l'école et ils ont des bons résultats. Et ça peut être le cas en Roumanie, en Bulgarie, comme ça peut être le cas au Royaume-Uni. On a fait une étude des cas récemment qui n'a rien à voir avec la recherche, mais pour vous donner la réponse, dans un collège à Leicester, au Royaume-Uni, qui s'appelle Babington. Et donc, il y a 125 minorités différentes qui vont dans cette école et ils ont un taux de réussite incroyable. Et des enfants roms des familles qui ont migré de Slovaquie et République tchèque au Royaume-Uni, donc qui ont fait leur scolarité là-bas, ils sont parmi les premiers
reçu dans les meilleures universités des Royaumes-Unis. Donc, on a pris cette étude de cas l'année dernière, mais ça a commencé bien avant cela. Les enfants donc, ont été scolarisés pendant 5 ou 6 ans dans ce collège. Et finalement, même en discutant avec les enfants qui sont étudiants aujourd'hui, finalement, ce qui les a aidés, ce n'était pas vraiment la présence d'un médiateur ou des aides, disons, qui sont en parallèle de ce que le système a mis à disposition, mais surtout une éducation vraiment inclusive et de qualité dans le collège, avec la reconnaissance de la diversité, avec des méthodes de travail qui ont fait que les enfants ont pu évoluer et donc progresser comme n'importe quel autre enfant. Il parle beaucoup de manque de discrimination dans ce collège, qui a vraiment un impact très très fort sur les enfants roms. Parce que ce manque d'estime de soi, de reconnaissance de leur place dans la société, d'être traités toujours comme des citoyens de 2e classe, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort en premier. Ils vont tout de suite parler du fait qu'ils sont traités avec du respect, ils ne sont pas discriminés et qu'ils ne doivent pas mentir qu'ils sont roms. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de pays, et la Roumanie y compris, ils finissent par ne pas dire qu'ils sont roms. Seulement que... Bon, physiquement, c'est difficile de mentir dans certains pays. Et donc, pour revenir à Babington, finalement, c'est une question en effet de comment l'institution scolaire arrive à s'assurer ou assurer un enseignement de qualité qui est centré sur l'enfant. Ça serait une des réponses. En tout cas, on l'a prise en compte dans les politiques actuelles, les programmes sur l'éducation inclusive qui pourraient marcher comme une des solutions à tester par les pays membres. Oui, bonsoir. Dans ce que vous avez dit, j'ai décelé surtout un rôle social du médiateur, un rôle vraiment très social. Et là, je me posais la question de savoir si... vous avez parlé de fiche de poste. Est-ce qu'il y a une fiche de poste véritablement définie avec des compétences bien distinctes, aussi bien du point de vue social que du point de vue scolaire? Et je m'interrogeais également sur l'origine du médiateur, parce que vous avez dit qu'il est de la même origine communautaire que les Roms. Donc à ce moment-là, est-ce que quelque part il n'y a pas une limitation de son champ d'intervention? Est-ce qu'il n'apparaît pas simplement comme le grand frère ou la grande sœur qui est là pour juste protéger l'enfant rom vis-à-vis des autres? Et est-ce que justement cette image-là, cette image qui est renvoyée, est-ce que ça ne limite pas justement, et est-ce que vous avez fait des préconisations à ce niveau-là, à savoir, est-ce que le médiateur ne devrait pas lui-même, est-ce que ça devrait être uniquement une personne de la communauté, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir 2 médiateurs, comment, est-ce que vous avez préconisé quelque chose à ce niveau-là? Alors pour la fiche de poste, elle existe. Il y a une fiche de poste au niveau national qui est ensuite parfois adaptée, modifiée au niveau local par l'inspection scolaire. C'est le système éducatif en Roumanie. Ça serait l'inspection académique peut-être en France, l'équivalent. Et parfois même au niveau de la direction de l'école. Mais toujours est-il que la fiche de poste, disons nationale, elle a énormément de tâches et responsabilités qui vont du domaine social au niveau scolaire, pédagogique. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Donc, ça devient presque une fiche de poste générique que chacun adapte après en fonction de leurs besoins à l'école. Ce qui ne devrait pas être comme ça, parce que ma question posée au ministère de l'Éducation, c'est de quelle manière cette fiche de poste, elle peut être ou pas adaptée par les écoles. Et la réponse était qu'elle devait être respectée, que le médiateur devrait répondre à tous ces critères pour être choisi. Ensuite, la médiation scolaire rom est née en Roumanie dans les années 80-90, bon, en 86.
Et donc, c'était vraiment de ce besoin de faire en sorte à ce qu'il y a un rapprochement des familles roms avec l'école, avec le postulat, parce que c'était pensé comme ça au départ, qu'il y a des conflits ethniques et qu'il n'y a pas une vraie compréhension par les parents de ce que c'est que l'école et l'éducation, et à l'inverse de l'école, donc la culture et la manière d'être des familles roms. Et l'idée d'avoir un médiateur qui provient de la communauté c'est un médiateur qui connaît la communauté, qui connaît les codes internes, qui est accepté par la communauté, donc qui a l'entrée dans la communauté, et ensuite qui peut traduire ça dans le dialogue avec l'école. Plus tard, dans les années 2000, quand il y a eu les premières tentatives d'avoir une formation pour ces médiateurs, parce que, comme je disais, il n'y a malheureusement pas une école pour devenir médiateur. Et d'ailleurs, en Roumanie, même le métier d'assistant social est très, très récent. Il n'y avait rien de tout ça avant. Et donc, il y a eu des tentatives de créer différents types de formations, surtout à travers des projets européens. Donc, il y avait des fonds structurels qui ont été affectés également à la formation donc, des médiateurs aussi, et donc il y a eu des modules de formation qui ont été créés, etc., sur une semaine ou 2 semaines, école d'été, etc. C'était les différentes choses qu'ils ont essayé. Et c'est là où il y a eu en effet un premier débat sur est-ce que le médiateur devrait être rom, parce que c'était plus par rapport à l'impartialité du médiateur, donc cette question venait, que sur la capacité du médiateur à régler, enfin à faire son travail. Et comme évidemment dans les cours de formation ils ont fait ces consultations avec des médiateurs roms, bon, même cette consultation donc était assez vu comme très subjectif également, mais il y a eu quand même des recrutements de médiateurs roms et non roms, mais une des conditions était vraiment qu'il y ait une très bonne connaissance de la communauté, ou qu'on puisse prouver qu'on a vécu soit dans un entourage rom, ou qu'on parle la langue, quelque chose de, voilà, qui montre qu'on connaît la communauté. Mais à un très très petit pourcentage. Et dans la recherche que je fais, moi, parce que je ne savais pas comment les trouver, enfin, je n'avais pas pensé que je peux cibler Roms et non-Roms. Moi, j'ai ciblé les médiateurs scolaires Roms, de mon point de vue, donc, mais avec quand même 2 médiateurs roumains, par Roms, qui ont répondu au questionnaire et qui n'avaient pas l'air d'avoir plus de difficultés que les Roms, mais plutôt qui critiquaient plus ouvertement le fait qu'ils travaillaient en précarité, qu'il n'y avait pas vraiment un encadrement de la profession, qu'ils ont du mal à se projeter avec leur travail à plus de quelques mois en avant, et que finalement la difficulté réside plus dans le fait que ce métier n'est pas bien encadré et pas dans la difficulté à faire le travail ou à être ou pas rom. Oui. Alors je disais que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez parlé il y avait 7 médiateurs, c'est ça? C'est bien ça? 7? Il y avait combien de médiateurs finalement? 7? Combien de médiateurs? Oui. Que vous avez rencontré? Pour la thèse? Tout à fait. Pour la thèse, donc à travers les questionnaires, j'ai eu dans les 250. D'accord. Et rencontré directement, je ne sais plus, une centaine. D'accord, ça c'est la première question. La deuxième, c'est qu'en fait, alors, le postulat par rapport au peuple rom, ce que je connais en tout cas, ce que nous connaissons en général de la France, puisque nous sommes en France, du peuple rom, c'est qu'en fait, c'est un peuple nomade. En général, par rapport à ce que vous présentez de la Roumanie, je voulais savoir, est-ce que ce peuple-là, cette population est sédentaire, ou c'est une population aussi nomade? Parce que quand vous parlez de la difficulté des médiateurs, est-ce que ce mode de vie, justement, ne complique pas la tâche de ces gens-là? Et puis finalement, ça c'est une question. Deuxièmement, il y a aussi la finalité de votre recherche, puisque vous avez deux casquettes. Là, cette casquette de chercheuse, et puis finalement, la casquette politique. Quel est le but précis de cette enquête, de cette recherche, en fait? Est-ce qu'il y a une finalité politique? Moi, je l'ai perçu comme ça dans votre présentation. En fait, vouloir agir sur le peuple rom pour les rendre sédentaires finalement, puisqu'en fait,
le levier de la scolarité et ce côté, vous avez parlé de ce côté social, d'intégration, puisque c'est, pour le moment, c'est le principal, comment on dit ça, c'est la meilleure façon d'intégrer les gens par l'école, l'éducation. Donc, est-ce que c'est pas derrière, est-ce qu'il n'y a pas cette finalité de pouvoir rendre le peuple rome sédentaire? Oui, c'est très compliqué de répondre à cette question. Donc déjà, le Rome n'est pas un peuple nomade. Sur les 12 millions de Roms en Europe, il y a moins de 3 à 4% qui sont nomades. Et en effet, cette partie de la population rome qui est nomade existe en France et dans le Benelux, Belgique, Hollande, Luxembourg, et les Travelers en Irlande et Royaume-Uni. Et donc, en France, il y a une distinction entre ce qu'on appelle Rome et gens du voyage. Gens du voyage, c'est un terme administratif donné par la France, pas seulement aux Roms nomades, mais également aux forains, donc à ceux qui pratiquent des métiers saisonniers, etc. Donc ça, c'est la population gens de voyage. Et en effet, eux, ils sont nomades. Et pour eux, il y a des mesures qui sont différentes. En Roumanie, pour la population de recherche et les 95-16% des Roms qui sont sédentaires dans tous les pays. Donc là, on parle juste du fait que ces gens, ils vivent comme n'importe qui d'autre dans ces pays, dans des immeubles, dans des maisons, etc. Et qui, dans le quartier ou dans le village où ils habitent, ils ont les enfants scolarisés. Donc, il n'y a pas un besoin d'un système d'éducation qui soit différent. Comme par exemple le camion école ou d'autres mesures qui ont été prises en France pour ceux qui sont nomades. Et donc il n'y a pas derrière la scolarisation des enfants roms et tous ces projets politiques, il n'y a pas le souhait de sédentariser ces populations puisqu'elles sont déjà sédentaires. Après, comment l'école modifie un enfant par rapport au contenu de l'apprentissage, c'est un autre débat. Là où on peut se lancer vraiment dans un débat, parce que c'est de nouveau ce qu'on pense toujours de l'enseignement et du contenu de l'apprentissage, de ce qu'on apprend à l'école, et de l'école qui est inclusive ou pas. S'il reconnaît la différence également en mettant sur, dans les manuels, comme je disais, d'histoire, par exemple, c'est un changement structurel dans le curricula, dans le manuel scolaire, où on a la reconnaissance de l'autre, la célébration d'une autre culture, d'une journée nationale, par exemple, du peuple rome, parce qu'ils ont toutes ces choses-là dans leur culture. Mais donc, pour l'instant, ils sont soit inexistants, soit s'ils existent, c'est des manières très stéréotypées. Je donnais juste un exemple vendredi avec ce projet Erasmus où on était en Roumanie, par exemple, jusqu'à il y a 2 années, dans le dictionnaire de la langue roumaine, Rome était égal à tigane, personne avec il faut que je traduise en français, avec des gestes et mal élevés. Donc c'était vraiment une description très négative. Et c'est disparu à cause de la pression des associations et des militants roms. Mais pour dire que parfois, on a dans les manuels scolaires le rome représenté d'une manière très négative et stéréotypée. Tant que ça existe dans le manuel scolaire et les enfants non roms, ils apprennent ça sur les roms, évidemment qu'il y aura un problème dans la communication et le respect de l'autre. Alors, c'est vrai qu'on sait que les mauvaises habitudes ont la dent dure. Et je dirais que il y a toujours cette stigmatisation par rapport au peuple rome, oui. Mais lorsqu'on regarde bien, puisque maintenant tout est médiatisé, la Roumanie fait partie de l'Europe, donc on peut penser également, par le biais de cette médiatisation, que les stéréotypes on a du mal à les faire, comment dire ça ? Tout à fait. Donc du coup, tout à fait, à les défaire. Oui. Donc par rapport à cela. Et puis, s'il faut mettre aussi, comment dire, dans la hiérarchie des normes, lorsqu'on parle de droits de l'homme, justement, pourquoi ne pas agir sous ce biais-là pour faire accepter définitivement, puisque nous savons que, bon, même si les choses sont difficiles, accepter véritablement le peuple rome comme un peuple avec des droits en tant que tel, des droits, et
les intégrer malgré tout cela. Et est-ce que la Roumanie a légiféré en ce sens ou, je sais pas moi, quelles sont les mesures justement qui ont été prises pour que ça, à part, parce que ça me semble, désolé, mais ça me semble bien léger, hein, juste le médiateur, ça me semble léger. Oui, mais vous avez raison, c'est juste pas le sujet de la discussion, mais pour vous répondre quand même brièvement, une parenthèse, parce que ça, on parle plus des Roms que du médiateur et de la thèse. Évidemment, c'est une question de droits de l'homme, et ça concerne tous les pays, la France, la Pologne, et l'Allemagne, et la Roumanie, la Bulgarie, et les Balkans, etc., où ils sont présents. Donc, c'est une question de droits de l'homme, et c'est une question également de changer la narrative sur les Roms, et c'est les Roms eux-mêmes qui sont porteurs de ce message. Ceux qui sont justement avec une école, qui sont en fonction maintenant en position de pouvoir le faire. Ça existe, ce type de travail, et espérons qu'avec le temps, ça va changer, mais enfin, c'est un travail de longue haleine. On peut en parler à Orban en Hongrie, par exemple. Je poursuis mon tour. Bonsoir. En fait, je voulais juste revenir sur le fait que, selon moi, le rôle donc, du médiateur est peut-être pas pédagogique, mais en même temps, je pense que ces enfants, ils ne pourraient pas être disponibles à l'apprentissage s'il n'y avait pas ce médiateur qui était là et qui réglait, entre guillemets, les choses essentielles de leur vie quotidienne. Donc, effectivement, peut-être qu'il faudrait redéfinir son appellation en tant que médiateur social, éventuellement, parce que selon ce que j'ai pu comprendre de l'exemple que vous avez pris sur un fort taux de réussite, le médiateur, on va dire, social, on va le rebaptiser, a permis aux enfants d'être en bonne condition pour pouvoir acquérir tout ce qui pouvait leur être donné dans ce système éducatif qui est adapté et qui inclut donc la diversité. Donc je pense que ces médiateurs ont un rôle qui me semble être important pour pouvoir mettre l'enfant en condition pour ses apprentissages. Et l'enjeu, en fait, est, selon ce que vous avez dit également, et dans le système qui va être mis en place dans l'école, de façon à ce que l'école puisse mettre à disposition tout ce qui est apprentissage dans la diversité. Et le médiateur, lui, il fait en sorte que le quotidien social puisse permettre à l'enfant d'absorber et d'acquérir ses apprentissages. Parce qu'il me semble que c'est une double casquette et double emploi, en fait, que d'être en même temps celui qui va permettre que les conditions sociales soient réunies et en même temps celui qui va permettre à ce que les apprentissages soient performants. Je pense que ça fait beaucoup pour une seule personne. Alors que le système scolaire, lui, il a tout le champ nécessaire et il a les compétences pour pouvoir justement mettre tout ce qui est pédagogique en place pour cet enfant qui lui, arrive en bonne condition, entre guillemets. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est plus un commentaire, j'imagine, qu'une question. Je voulais savoir si vous partagiez un petit peu cette vision ou si vous pensiez qu'il faudrait quand même leur donner ce rôle pédagogique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je serais tentée de dire que, bon, un médiateur scolaire, évidemment, mon idée initiale, c'était ça aussi. Si c'est un médiateur scolaire, c'est pour aider vraiment l'enfant dans l'apprentissage et se focaliser sur ce rôle pédagogique. Après, je vois que finalement, il s'agit de quelque chose d'autre qui peut être utile également, comme vous le dites. C'est pas que c'est inutile, mais après, on construit presque j'ai l'impression de systèmes parallèles autour de l'enfant. Est-ce que tout enfant, enfin les autres enfants qui sont à l'école, il y a d'autres enfants qui peuvent être pauvres ou qui peuvent être avoir des problèmes d'un autre type, non pas un médiateur. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de créer toujours presque un système parallèle à côté de l'enfant pour s'assurer que tout va bien, ou essayer de voir quel changement structurel peut avoir lieu dans l'école qui
qui devrait mettre à disposition donc tout ce qui est possible pour un accueil de l'enfant, que les services publics s'occupent des allocations et de tout ce que les services publics devraient s'occuper et pas le médiateur, et que les parents aussi entrent dans ce schéma avec leur rôle de parents pour soutenir l'enfant. Donc il y a certainement je pense de situations dans lesquelles un médiateur scolaire est utile. On a l'exemple du médiateur linguistique, par exemple, qui fait un passage, à un moment donné, le temps que l'enfant apprenne la langue. Ça existe aussi dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Mais donc, c'est vraiment pour quelque chose de temporaire, de précis, puisqu'il y a un besoin qui est identifié dès le départ. Tandis que là, on a plein de besoins. On a l'impression que autour de l'enfant rome, il n'y a qu'une identification de plein de besoins de toute nature, et on a un médiateur qui devrait s'occuper de tout ça. Et donc c'est là la complexité de ce dispositif qui finalement n'est pas clair, n'aide pas à la fin, parce que on a l'impression que tout le monde se dit il y a un médiateur qui peut tout faire, donc on laisse le médiateur se débrouiller avec son pouvoir de Superman, Superwoman qui fait tout et nous on ne fait plus rien. J'avais une question concernant l'inclusion. On nous parle d'école inclusive et tout ça, et je voulais savoir si vous aviez dans votre travail ou plus tard, est-ce que vous avez réfléchi ou trouvé des facteurs d'inclusion ou des domaines d'inclusion si on veut travailler sur l'école inclusive? À quel niveau on peut agir pour permettre aux enfants en situation de handicap ou aux allophones ou de pouvoir avoir un système scolaire qui inclut ces personnes-là? Et je voulais savoir si vous aviez, parce que vous nous dites ça fonctionne pas bien, mais je voulais savoir, est-ce que l'enfant qui a eu la chance d'avoir un médiateur est mieux, alors on parle d'intégration ou d'insertion, ou est mieux inclus dans le système scolaire, et qu'est-ce qui vous permet de dire que... alors je comprends le truc au niveau des parents, je comprends que finalement le médiateur, comme il aide les parents, il déresponsabilise un peu vis-à-vis de l'école. Mais je comprends moins le non-effet du médiateur dans l'inclusion de l'élève au sein de l'école. Et je voulais savoir quels étaient les indicateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant qui est bien inclus dans l'école ou qui n'est pas bien inclus? Si on a envie de travailler, s'il y a des étudiants ici qui veulent travailler sur l'inclusion, est-ce que vous pouvez nous donner quelques ficelles pour étudier cette... Alors, vous parliez tout à l'heure du côté linguistique, par exemple, la nature linguistique. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres indicateurs qui nous permettraient d'évaluer l'insertion de l'élève dans le système scolaire? Merci. Il y a un manuel, une sorte de guide qui est très très utile pour les enseignants, que j'ai conseillé également vendredi aux enseignants de ce projet Erasmus+. C'est l'index pour l'inclusion, qui est adapté, je ne sais pas si je l'ai ici, qui est adapté pour l'inclusion pour l'école inclusive. Et c'est finalement un travail qui se retourne vers le potentiel et les ressources qui existent dans une école. C'est-à-dire qu'on n'espère pas de trouver ailleurs ce qu'on a chez nous. C'est-à-dire, on s'imagine un cas de figure où on ne peut pas avoir un grand expert qui vient de je ne sais pas où pour nous dire ce qu'il faut faire. On n'a pas des fonds en plus de ressources budgétaires, mais on a notre école avec notre directeur, nos enseignants, notre manière de faire, etc. Comment on fait pour que l'enfant se sente heureux? Parce que finalement, un enfant qui est dans l'école, qui reste à l'école et qui se sent heureux à l'école, c'est le signe d'une école inclusive. Tant qu'on a des enfants qui sont marginalisés, ségrégés, ce qui est le cas parfois. Il y a des écoles ségrégées ou des classes ségrégées ou des enfants qui sont oubliés au fond de la classe, etc.
que ça soit à cause d'une disabilité, d'un handicap physique, ou parce qu'ils ils font partie d'une minorité ou d'une population qui est rejetée par la majorité, ou parce que, on a tous ces cas de figure. Dans le cas de Rome, en général, c'est ça. Quand on est Rome, on n'a pas sa place vraiment. On préfère ne pas avoir des collègues roms à côté de nous dans la classe. Et donc, si l'enfant se voit respecté et reconnu dans la classe, et ça passe parfois par toutes sortes de petites initiatives, ou tout simplement la manière dont l'enseignant traite l'enfant dans la classe, lui donne de la valeur, lui donne de l'importance et le met en valeur avec ce qu'il sait faire. On a vu même ici dans une école au Moule, quand on a visité par exemple un enfant qui était sourd et qui pourtant il est dans une classe normale et qui est tout à fait intégré, et l'enseignant a joué sur l'apprentissage de langue des signes par les autres à travers cet enfant. Et donc c'était un exemple qui était peut-être mineur dans tout le discours qu'on a sur l'éducation inclusive, mais cet enfant avait sa place, il évolue très bien, et puis du coup c'est un exemple d'une mesure qui est finalement très facilement à mettre en place. C'est la reconnaissance de la différence des autres, ne pas la présenter comme un handicap et continuer à travailler avec les enfants de la même manière. Cet index, pour revenir pour l'inclusion dans l'éducation, c'est une publication qui... je vais vous le trouver jusqu'à la fin, juste pour vous donner les références, parce qu'il existe en français également. C'est un manuel, un guide qui a beaucoup de questions. Donc finalement, on se met en place, on dit souvent qu'une école inclusive, c'est une question de gouvernance à l'école également. C'est-à-dire qu'il y a un directeur d'école, il y a le personnel éducatif, avec toutes les personnes qui travaillent dans l'école, même ceux qui travaillent à la cantine, le personnel de sécurité, le psychopédagogue, les enseignants, etc. La participation des parents, comment on fait pour rapprocher les parents de l'école ou pas, les enfants, bien sûr. Et donc, il y a un set de questions, et c'est des groupes de travail. Les gens se mettent ensemble, tous les acteurs, et ils se posent ces questions et ils se donnent les réponses eux-mêmes. Est-ce qu'on fait ça dans notre école ou pas? Est-ce qu'on fait ça avec nos élèves ou pas? Et c'est des questions et des réponses qu'on se donne dans des groupes de travail pour les enseignants, avec les enfants ou avec les parents, etc. Et on découvre après si on est vraiment dans une démarche inclusive à l'école. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire au maximum, parce qu'on veut éviter de dire l'exemple que je vous ai donné avec Royaume-Uni. Quand on va à Babington, après, c'est vrai qu'on reste impressionné. Les enseignants de Roumanie, de Slovaquie, République tchèque, ils disent toujours « Mais attends, on vient d'un pays communiste où on a des écoles toutes grises, moches, etc. » Et on vient ici où on voit ce bâtiment magnifique avec les salles comme ci, comme ça. Mais finalement, les enseignants de Babington, ce qu'ils ont dit, regardez plutôt comment on travaille avec les enfants. Que sur un mur à l'entrée, il y a tous les drapeaux des 125 nationalités ou minorités différentes. Qu'on a toujours un moment dans la semaine où on célèbre la culture ou la différence de l'autre, etc. Donc, il y a juste des méthodes qui peuvent aider beaucoup. C'est ça. Index for Inclusion, donc l'index pour l'inclusion. Booth and Ensco. Bonsoir. Vous avez déjà quand même abordé cette question, puisque la question que je voulais aborder, c'était celle de l'évolution de la médiation. Mon intervention, c'est pas vraiment une question, même aussi, c'est peut-être aussi un petit peu un témoignage. J'ai eu l'occasion, en tant qu'éducateur dans le sud de la France, d'avoir été engagé non pour être éducateur spécialisé, mais pour être éducateur scolaire. Et ma tâche était de travailler avec les enfants, et dans le groupe d'enfants que j'avais, il y avait les enfants roms. Et ma tâche était d'aider justement ces enfants à mieux travailler scolairement, à réussir scolairement. Et à côté,
il y avait donc l'éducateur spécialisé qui avait justement ce rôle ce rôle social ou ce rôle d'intervention dans d'autres aspects de la vie de l'enfant. Et je crois que bon, la majorité des enfants ont réussi comment dirais-je, leur année au moment où j'étais présent, puisque j'étais donc, comment dirais-je, présent pour l'aspect scolaire, même si j'avais également ce côté social mais l'aspect scolaire dominait. Et donc, ma question, plus ou moins, c'est que est-ce que la médiation n'irait pas vers cette évolution de la pédagogie dont on a parlé? Est-ce qu'il ne faudrait pas chercher à donner aux médiateurs cette fonction-là aussi? C'est possible. De nouveau, je n'aurai pas une réponse pour vous qui est précise. J'imagine juste que ce rôle d'accompagnateur que finalement est ressorti de l'analyse des données que j'ai eues dans la thèse est plutôt un assistant pédagogique et plutôt un médiateur qui n'a pas l'intérêt d'approcher famille et école, mais de faire en sorte à ce que l'enfant puisse se sentir bien à l'école et évoluer bien à l'école. Donc, bon, ma recherche s'est arrêtée là. On continue à travailler sur la médiation, on prend en compte quand même dans la pratique, en tout cas en ce qui me concerne, dans mon travail évidemment que j'ai changé beaucoup de choses, que j'ai arrêté des projets j'ai signalé aux États membres les résultats de cette recherche aussi et des rapports d'évaluation faits par d'autres experts. Donc il y a quand même une utilité, disons, de ces résultats. Mais après, l'évolution de la médiation et la transformation de la médiation, je pense que c'est inévitable. Vu comment ça a évolué ces dernières années, et ça fait juste 2 ans que j'ai regardé des articles avant de venir ici pour me mettre à jour un peu avec ce qui s'est écrit dernièrement sur la médiation, et on voit que c'est vraiment une évolution constante et que ça se transforme. Il n'y aura plus ce rôle premier du médiateur. C'est pour ça que même ce schéma de la thèse devient obsolète aujourd'hui par rapport aux cases où on peut mettre la médiation, mais c'est intéressant de le montrer pour justement dire qu'on ne peut plus faire ces différences, qu'il y a des débordements dans le sens positif du terme, d'une médiation à l'autre, et que finalement, je pense que le médiateur se construira lui-même ou elle-même pendant la pratique du métier, en fonction du contexte de l'enfant aussi qu'il ou elle doit accompagner. Oui, moi j'ai une question. Vous avez parlé de précarité. J'aimerais savoir dans votre échantillon la répartition hommes-femmes, leur âge à peu près. Est-ce que l'âge des médiateurs est centré sur quelque chose? Et l'expérience, combien d'années ils ont fait comme médiateurs? Je ne sais pas si j'ai le temps d'ouvrir. J'ai quelques diapos sur ça pour vous montrer, mais ce qui est intéressant, c'est que la médiation, qui est censée être temporaire, donc être de manière ponctuelle et régler un problème, se pérennise. Et dans l'échantillon que j'ai eu, en effet, il y avait des médiateurs qui travaillaient depuis 15-20 ans en tant que médiateurs et qui étaient même en train de me dire, vous vous rendez compte, madame, j'ai toujours pas mon CDI, j'ai toujours pas mon poste pour être sûr que je vais partir à la retraite de ce métier. Donc là, c'est vrai qu'il y a un paradoxe entre ce qu'on attend de la médiation et le fait qu'un médiateur peut être présent pendant des si longues années dans la même communauté. Bon, vous allez dire peut-être, oui, c'est d'autres enfants, d'autres familles, etc. Mais quand même, il y a cette idée que je considère plus un effet secondaire de la médiation, de créer un besoin
ou de répondre à un besoin avec le médiateur et d'ensuite continuer à voir ce médiateur comme presque acteur indispensable pour la durée de toute la scolarité ou même je dirais, la vie d'une famille, puisque travailler 20 ans pour les mêmes familles dans la même communauté, c'est vrai que là on se questionne un peu par rapport est-ce que c'est de la médiation ou qu'est-ce que c'est vraiment? C'est un service public plutôt voilà, qui est mis là. Et donc, des médiateurs qui étaient en début de carrière, qui avaient 3 à 4 années d'expérience, ou ceux dont je viens de parler, 15-20 années d'expérience, un pourcentage assez proche entre hommes et femmes, mais il y a une tendance quand même pour la médiation scolaire, apparemment, d'avoir plus de médiateurs femmes que de médiateurs hommes. Il est arrivé jusque dans mon échantillon, c'était assez équilibré. Par contre, ce que le ministère de l'Éducation m'a donné comme pourcentage, c'est qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Mais c'était un hasard, c'était pas un choix que j'ai fait, parce que j'ai choisi juste des écoles avec des médiateurs. Et c'est tout ce que vous avez demandé ou... Leur âge. Il faut que je vous montre ça et c'est... Bon, il y a une médiane, ce qu'on appelle maintenant dans la recherche, surtout pas une moyenne, parce que dans la moyenne, c'est 35-40, mais il y avait des médiateurs surtout entre 25-35. Et quelques-uns il y avait un qui avait 60 ans. Je ne sais pas, je dois ouvrir ça, mais je pense que c'était dans les 35, ouais. On fournira la réponse après. En attendant, on va prendre l'avant-dernière question. Je vais enchaîner avec une question méthodologique technique. Donc apparemment, après les indicateurs et l'âge, voilà. Juste avant ça, donc je vous félicite quand même pour le dispositif méthodologique donc, qui englobe donc, une triangulation de données. Donc vous avez bien dit quels étaient les moyens de votre collecte de données par le biais du questionnaire, entretien et analyse sur les rapports d'activité. Donc, ceci quand même est important hein, de dire dans une thèse, voilà, d'avoir tout ceci et de réaliser donc voilà de ce qu'on appelle une triangulation, donc un ensemble donc d'analyse sur comment trouver des critères communs pour analyser cet ensemble de données qui est par ailleurs très important. Vous l'avez aussi souligné, l'échantillonnage, en tout cas des médiateurs, il dépasse 200, c'est ça? Voilà. Je sais que ce n'est pas possible de revenir sur plus de détails concernant l'aspect des analyses, les méthodes de traitement de données ou d'analyse de données, mais si vous pouviez quand même apporter quelques petits éclairages sur, par exemple, le traitement des données issues des questionnaires et des entretiens, en quelques mots, hein, et des rapports d'activité. Quel type d'entretien, par exemple, vous avez réalisé, comment vous les avez traités. Idem pour les questionnaires, rapidement. Et voilà, comment vous avez après trouvé quels moyens, quels critères pour effectuer votre triangulation. Voilà, rapidement, ce que vous pouvez faire. Merci. Oui, c'est vrai que j'aurais voulu relire ce chapitre de la thèse avant d'arriver ici pour pouvoir me rappeler. Mais j'ai construit... j'étais pas très rigoureuse au niveau méthodologique. On m'a d'ailleurs reproché ça pendant la soutenance parce que soucieuse de... vraiment respecter également le public avec lequel je parlais. J'ai très souvent laissé de côté voilà, ma grille de questions, où j'ai pas toujours enregistré la conversation, j'ai pas toujours pris des notes également, surtout avec les parents par exemple. C'était très difficile parce que ça... ils ont vraiment une réticence pour tout ce qui est être filmé, être enregistré, etc. Donc, les questionnaires, puisque ça s'adressait aux directeurs d'école et aux médiateurs, c'était un peu plus simple pour obtenir les données. Donc, j'ai construit les 2 questionnaires avec une partie qui est similaire, les mêmes questions par rapport au public. Donc, je demande des données sur la population rome dans l'école, leur réussite, enfin les pourcentages de réussite, l'âge pour plus ou moins la moyenne pour l'abandon scolaire, etc. Et ensuite, des questions un peu plus précises par rapport au rôle du médiateur.
Il s'agit de la représentation que les directeurs ont bien sûr du métier du médiateur et également la représentation que le médiateur a de son travail. Donc ça, c'était une première étape. J'ai envoyé les questionnaires donc, et j'ai attendu les réponses. Il a fallu envoyer un rappel quand même, et ça pour l'envoi des questionnaires et avoir l'accès donc aux écoles avec le médiateur, j'ai passé par le ministère de l'Éducation. J'ai demandé une autorisation à la personne qui s'occupe donc des minorités et des médiateurs. Heureusement, il y a cette personne qui existe. Maintenant, je ne sais pas comment j'aurais procédé s'il n'y avait pas cette personne, disons, de point de contact dans le ministère de l'Éducation. À la réception de questionnaires, c'est après une première analyse des questionnaires, pas très détaillée, mais une pré-analyse, disons, des questionnaires qui m'a aidé après à décider pour le choix des écoles pour les interviews. Parce que j'ai continué à interroger des médiateurs parmi ceux qui ont répondu au questionnaire, et ensuite j'ai couplé donc les médiateurs avec des parents de la communauté où ils travaillent, et ça c'était une deuxième étape. Et en parallèle, ça n'était pas chronologiquement important parce que c'est en fonction des moments où j'ai reçu les rapports des activités des médiateurs. J'ai également analysé au fur et à mesure les rapports des médiateurs. Et donc, au fur et à mesure, j'ai mis les données ensemble. Bon, des longues pages d'analyse après, parce que j'ai fait les analyses de chaque question en parallèle. J'ai pas réussi parce que, évidemment, j'ai voulu avoir un logiciel de traitement de données qui puisse me faciliter la tâche. Et c'était impossible. D'une part parce que, donc j'ai vraiment fait manuellement 250 questionnaires de médiateurs. Pour les directeurs, c'était un peu plus facile parce que, bon, ils ont l'habitude aussi peut-être d'utiliser ce type de questionnaires et répondre. Et les questions étaient un peu plus... les réponses étaient plus précises. Tandis que pour les médiateurs, j'ai fait exprès de laisser des questions ouvertes pour avoir le plus d'informations. Et je me suis rendu compte très vite à l'utilisation de logiciels que j'arrivais pas à avoir les mots-clés, que j'arrivais pas à avoir les statistiques vraiment, parce qu'il y avait soit des erreurs parfois comme c'était écrit librement. Et donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps, une année, pour vous dire exactement, seulement à l'analyse des questionnaires et des entretiens. Ensuite, pour les entretiens, je me suis déplacée en Roumanie plusieurs fois. J'ai fait également par téléphone pour ceux qui n'avaient pas envie qui ne voulaient pas me rencontrer. Il y a 2, par exemple, parents qui ont eu besoin de temps, de savoir à peu près ce que je leur demande avant. Et puis, on a fait une première fois un entretien. Et après, ils m'ont rappelé pour me dire, finalement, madame, on va vous dire la vérité, on peut se rappeler pour qu'on parle. Ils ont répondu juste histoire pour de finir le... Et comme ça, j'ai constamment adapté pour avoir le plus d'informations. Et j'ai tout ça, en fait, des milliers de pages qui font les annexes de la thèse, finalement. Oui, bonsoir. Oui, c'est moi. Oui, par rapport au diagramme de tout à l'heure, quelle différence faites-vous entre un d'expérience et un exercice? Alors, j'ai eu des médiateurs qui ont professé, par exemple, pendant 2 ans, et après, qui pendant 3 ou 4 années, ils n'ont pas pu avoir de contrat, et après, ils sont revenus sur un contrat d'1 an ou 2, donc c'est décrit à chaque fois par quelqu'un dans les réponses à cette question d'année d'expérience ou d'exercice. D'accord. Alors moi, je vais peut-être revenir un peu plus sur l'aspect élève dans la médiation. En fait, quand 7 ans de pratique, ça voudrait dire quand même qu'ils trouvent leur métier, je veux dire, au-delà d'être intéressant, mais utile. Voilà. Donc moi, j'aurais voulu que vous puissiez nous dire, si vous en avez en mémoire, des anecdotes d'entretien avec ces médiateurs relevant de leur relation avec les élèves. Vous avez dit tout à l'heure qu'en fait, le principal but était d'éviter le décrochage, hein. C'est ça comme ça, le décrochage. Mais au-delà du décrochage, on a parlé d'inclusion. Est-ce qu'ils ont donné des stratégies qu'ils utilisaient pour
permettre à l'enfant d'aller à l'école tous les jours, de vouloir aller à l'école tous les jours? Est-ce qu'ils avaient des réponses par rapport à un élève qui était en pré-décrochage? Voilà, donc est-ce qu'ils ont des anecdotes là-dessus? J'aurais bien voulu savoir les verbatims en fait de ce que vous avez pu recueillir. Donc pour la question, on reste dans le métier parce qu'on aime le métier, c'est vrai, pour une partie, pour d'autres, ils n'ont pas d'autre choix parce que c'est leur seul métier. Parce que ce avec les médiateurs scolaires, c'est que ce manque de formation avant de devenir médiateur a fait que finalement, dans les critères de recrutement de médiateurs, même les personnes qui n'ont pas fini le lycée pouvaient devenir médiateurs. Et avec le temps, les standards ont monté, et puis il y a eu de plus en plus de demandes par rapport à ça. Et maintenant, il y a même un système mis en place pour les médiateurs qui ont un contrat de travail, soit ceux qui ont un baccalauréat et un nombre d'années d'expérience. Donc, on essaye de changer un peu, voilà, le profil de ceux qui ont été embauchés, disons, juste sur la base du fait qu'ils étaient de la communauté et qu'ils pouvaient aider. Et donc, il y a certains qui n'ont pas réussi à retourner ou à faire une formation ou à faire l'équivalence de leur baccalauréat, etc., et qui peuvent perdre leur métier ou qui, de toute manière, sont bloqués dans ce métier. Ce n'est pas la majorité, mais voilà, ça fait partie de la réponse à la première question. Ensuite, pour les anecdotes, je ne sais pas ce que je peux choisir. C'est vrai que, surtout pour les filles, et ça revient, ça me fait penser, parce que vendredi, c'était frais avec les mariages précoces. Il arrive que dans des communautés traditionnelles, il y a cette pratique de garder les filles à la maison quand elles ont 13-14 ans pour aider les parents pour les tâches domestiques ou pour élever les frères et les sœurs ou pour une partie de se marier très tôt. 13, 14, 15 ans. Et donc là, c'est vrai que les médiateurs, ils ont un rôle important parce que beaucoup d'entre eux parlaient de ces situations dans lesquelles ils parlaient avec les parents. C'était vraiment un processus plutôt de mettre en valeur le rôle de l'école, ou de l'éducation ou pour leurs enfants. Qu'est-ce que ça peut faire pour votre enfant s'il reste à l'école à la place de le retirer pour venir à la maison et vous aider, etc. Et c'est un rôle de témoin, de sensibilisation des parents à l'éducation, surtout que le médiateur a dans ces cas-là. Il y a des médiateurs qui parlaient des enfants comme si c'était leurs enfants. Je l'ai accompagné dans son éducation depuis l'âge de 6, 7, 8 ans. Et maintenant, voilà, elle est à l'université et est très fière, comme si c'était le fruit du travail de médiation. Donc, il y a des exemples comme ça. Et puis, à l'opposé également, où voilà, c'est des situations un peu plus diverses où le médiateur se dispute avec les familles, propose à l'enfant de venir habiter chez lui. Enfin bref, c'est des histoires un peu... ça sort du domaine vraiment de la médiation et du rôle du médiateur neutre de faire en sorte à ce que l'enfant va à l'école. Et donc c'est très personnalisé et très... Oui, très personnalisé finalement, c'est presque devenu des histoires personnelles qui n'apportent pas un changement positif dans la situation de la famille, école, enfant. Oui, je voulais revenir sur le statut et aussi la précarité du médiateur. Je me pose la question, est-ce que ça ne se retrouve pas aussi dans le système éducatif français? Parce que moi, je travaille dans un lycée professionnel. Je connais par exemple 2 médiateurs et il y a un, l'année dernière, qui avait un contrat de 3 ans, qui avait peur, en mars 2018, qui avait peur que son contrat ne soit pas renouvelé. Une qui était présente, elle avait, je crois, déjà fait 2 contrats de 3 ans, je ne sais pas, qui a été remerciée.
un autre qui était à la vie scolaire enfin, je ne sais plus vraiment son statut, qu'on a rappelé. Donc, et il y a aussi une, comment vous dire, une équipière de sécurité qui m'a dit, ah oui, moi j'ai passé mon examen de médiatrice. Donc, pour moi, dans le système éducatif français, ce n'est pas très clair non plus. Donc, j'aurais aimé savoir si au niveau européen, ce statut est clair. Je ne sais pas quoi vous dire. Il y a un débat en tout cas sur la professionnalisation de ce métier de médiateur, parce que c'est là le paradoxe entre rendre un métier permanent qui va en contradiction avec la nature de la médiation, de l'intervention qui devrait être temporaire. Et il y a un débat à ce niveau-là. Ensuite, il y a certains qui disent que la médiation en tant que processus devrait être quelque chose qui existe de manière permanente, c'est-à-dire qu'on aura toujours besoin à un moment ou à un autre. Il faut revoir après le statut de la personne qui est médiateur et comment cette personne travaille et où, donc plus par rapport à l'intervention. Mais après, en France, il y a des médiateurs culturels, il y a des médiateurs linguistiques également. C'est pas très bien défini en effet. Parce qu'en plus, il y a des différences entre l'Hexagone et ce qui existe dans les dômes, par exemple. Il y a en Guyane le médiateur linguistique qu'on ne rencontre pas en France. Par contre, on peut avoir des médiateurs culturels en France pour une période très limitée, pour les migrants et l'intégration des migrants dans les écoles. Donc là, je pense que quelqu'un qui est plus spécialisé sur la médiation en France peut répondre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment une volonté de professionnaliser ce métier et de se dire qu'on peut être médiateur du début à la fin de la carrière, malgré le fait que dans certains pays, il y a des vrais instituts où on peut étudier pour être médiateur, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans. Alors, il n'y a plus de questions. C'est un décret que je prends là. Il n'y a plus de questions. On va remercier Aurora pour sa longue patience à répondre à toutes vos questions qui étaient chacune aussi intéressantes que celle de Frédéric, par exemple. Voilà, en vous remerciant toutes et tous, en remerciant Aurora. Alors je dirais peut-être comme ça, mais c'est juste une parole comme ça, que peut-être l'école sera réellement inclusive le jour où il n'y aura plus besoin de médiateurs. Voilà. Donc merci à toutes et tous. Merci à vous. Merci.